Je voulais mettre dans le contexte historique et géographique un épisode de la vie d'Idir. Il faut parler, je suis remonté même très loin jusqu'à la régence d'Alger, la période ottomane, parce que quand tu parles de Tiani, il faut revenir à la période ottomane, l'époque où un de ses arrière-parents est parti, ce que j'avais découvert, c'est qu'un de ses arrière-parents, en fait, c'est le demi-frère de son grand-père Bernou, qui est parti au début du dernier siècle, en 1900 à peu près. Il est venu ici en France. Ensuite, il a joué dans le cirque Buffalo Bill, fameuse légende de l'Ouest. Après, il est parti jouer avec Buffalo Bill aux États-Unis, dans le Far West. Ensuite, il est rentré. Donc, j'ai parlé de son enfance au village, de la guerre d'Algérie, bien sûr de l'Algérie des années 60, 70, après la France, voilà. Donc c'est un livre qui retrace pas simplement l'histoire d'Idir, mais aussi l'histoire de l'Algérie et de la France, et au-delà parfois. C'est vrai, et cette biographie, effectivement, entreprise avec une chronologie, synthétise l'histoire de l'Algérie, de la Kabylie, à travers des dates marquantes, hein, souvent culturelles, souvent politiques. Et puis aussi, tu apportes des choses que nous ne connaissions pas sur Idir, hein, des révélations. Tu nous apprends, par exemple, qu'Idir a été militaire bien avant le service militaire, par exemple. Tu peux nous raconter cet épisode? Alors, c'est un de ses camarades qui était avec lui dans la caserne à Clermont qui m'a raconté l'épisode. En fait, là, on est en 67, la guerre des 6 jours. Donc, pour me dire, décrète une mobilisation générale. Et donc, tous les lycéens et les étudiants sont obligés d'effectuer une formation en instruction militaire de 45 jours. Et donc, ils sont tous lycéens, terminales, et étudiants. Il y a eu 5000 qui ont été affectés dans toutes les casernes. Et j'ai retrouvé le Moudjahed du 13 juillet 1967, dans lequel il y avait le nom de Hamid Shariat et l'affectation. Donc il a fait 45 jours d'instruction militaire à Clermont par initiative. Et d'ailleurs, il y a des photos. J'ai les photos. Il y a un cahier photo, oui, j'ai oublié de le mentionner. J'ai pu retrouver les photos de quand il était à Clermont. Donc il a passé l'instruction pendant 44 jours. Et pour la petite anecdote, quand il est rentré au service militaire en 1973, ils ont défalqué les 45 jours. Parce qu'il a déjà, voilà, il n'a pas fait 2 ans, mais ils ont défalqué les 45 jours. Absolument. Donc, Idir va enregistrer son premier 45 tours en 1973. Il va aller pratiquement tout de suite après au service militaire. Mais tu nous apprends qu'au fait, Idir est monté sur scène bien avant cela, dans un village des Iwadiennes. Bon, là encore, c'est pour ça que je disais, moi je voulais absolument avoir les sources de première main. Donc là, c'est Ali Sayed qui était son ami, qui m'a raconté l'épisode. En fait, là, on est en août 67. Il y a un pasteur américain qui tient une église dans les Ouadia qui décide d'organiser un spectacle, un concert auquel est invité Hassan Abbasi, Sherif Khaddam, Nouara et d'autres artistes. Donc, et le deuxième truc, c'est que Majid Bali m'a raconté ça aussi. Donc Hamid, à l'époque il s'appelait Hamid, donc il est invité à ce spectacle. Donc il monte sur scène et il chante avec Noara Vavainova, qui n'était pas complète. Donc il monte sur scène, il avait le trac, vraiment terrorisé par le trac, mais il monte sur scène. Et quand le spectacle se termine, la troupe part et lui, avec son ami Ali, le lendemain, il devait partir à Fête d'Arf. Mais il décide de passer la nuit à la Belle Étoile, dans un village, avant de repartir. Et le lendemain, quand il se lève, Hamid il prend son ami, il lui dit Balek, attention à ce que tu dises que moi je suis monté sur scène, j'ai chanté. Attention, parce qu'il ne voulait absolument pas
que ni son père, ni sa mère, ni sa famille sachent qu'il est monté sur scène parce que d'abord, à l'époque, c'était tabou qu'un homme chante. Et puis à l'époque, la chanson c'était réservé pour les marginaux. Et surtout, ses parents voulaient absolument qu'il fasse ses études de géologie. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ton livre est réussi parce que tu arrives à raconter et dire, je pense, tel qu'il était. Hamid, c'est un gentleman et qui avait l'art de s'entourer des gens bien comme lui. Et d'ailleurs, la quasi-majorité des gens qu'il a rencontrés, ils l'ont poursuivi durant toute sa carrière. C'est le cas par exemple de Hachmi Blali, paix à son âme. Tu racontes une anecdote très touchante. Hachmi Blali perd son papa meurt, mais il insiste pour jouer à la deuxième représentation à l'Atlas. Il ne dit pas ni à Hamid ni aux autres musiciens que son père est mort, et c'est bien plus tard qu'il va raconter cela. Et puis il y aura d'autres épisodes. Ouais. Hachmi sera l'ami de Hamid toute sa vie, quoi. Il a une trait de personnalité ou une qualité, je ne sais pas comment on doit l'appeler, il est très très fidèle et très quand il est avec une personne que voilà, il peut être fidèle jusqu'à la mort. C'est le cas de Hachmi, c'est le cas de Lounès, c'est le cas de quelqu'un qui est ici présent, Baiser, voilà. Et l'anecdote, je raconte dans le livre deux phrases anecdotes pour qu'on comprenne un peu qui est Idir. En 76, pardon, il joue à la classe, et là, c'est Hachmi Blali qui l'accompagne. Le premier spectacle, il joue, et pendant la soirée, le père de Hachmi Blali, qui est le bassiste, décède. Donc sa famille vient pour le prévenir, mais il trouve la porte de la classe fermée. Et donc, à la fin du spectacle, ils annoncent à Hachmi que son père est mort. La première des choses que dit Hachmi, même à ses musiciens, à tout le monde, il dit: je ne veux pas que Idir sache que mon père est mort. Je ne veux pas qu'il le sache, parce que s'il apprend, il va annuler le concert. Et moi, je ne veux pas qu'il annule le concert. Et donc, Idir ne savait pas du tout que le père de Hachmi Blali est mort. Donc, les Hachmi enterrent son père, et le soir, il remonte sur scène, comme si de rien n'était, parce qu'il voulait honorer l'engagement qu'il a eu avec Idir. C'est qu'après le concert, qu'il lui a annoncé que son père est mort. Et la deuxième anecdote que je raconte, ça renseigne un peu l'amitié qu'il y a entre les deux. 2013, Hachmi Blali tombe gravement malade, il a un cancer. Mais il le dit à personne. Il ne veut pas le dire à Idir parce qu'il ne voulait pas le mettre dans la gêne. Et donc, 2013 sort l'album de Ralino. Avril, je ne me souviens plus, je crois que c'est mars, ils doivent aller au Canada pour faire 2 spectacles. Et là, Hachmi tenait absolument à aller faire ce spectacle parce qu'il savait que c'était le dernier spectacle qu'il devait faire. Donc il va aller voir son médecin et lui dit: je veux absolument faire ce concert. Son médecin lui donne de la morphine pour supporter. Il ne voulait pas. Là encore, il n'a pas dit à Idir qu'il avait un concert. Absolument. Donc, on ne va pas raconter tout le livre, hein, n'est-ce pas, bien sûr. Hein. Et il fait 347 pages quand même, hein, je le rappelle. Et donc, il va finir, après le service militaire, par venir en France. Donc, il s'entoure de quelques musiciens, il prépare l'album, mais il joue aussi dans certains cafés de Paris. Ouais. Et à un moment donné, il va jouer dans le Marais et quelqu'un va faire la première de son spectacle et ça sera Renaud. Voilà. À l'époque, il n'était pas connu comme étant, si tu venais tout juste de débuter, bon, Idir termine son album avec Nova, il fait l'enregistrement. Avant la sortie, son directeur artistique lui trouve un
une série, enfin des concerts, donc il joue pendant un mois à la Pizzeria des Marais, et cette pizzeria qui était fréquentée à l'époque par Maxime Le Forestier, etc. Et c'est un de ces spectacles, Renaud qui joue en première d'un spectacle dédié, voilà. Et le dernier album, donc la dernière œuvre de Hamid, Dire paix à son âme, donc ce sera donc ces duos avec les grandes stars de la chanson française. Est-ce que tu peux nous dire un mot comment il a travaillé avec tous ces gens-là, Aznavour, Cabrel, Bruel, etc. D'abord, il a fait l'album de 90, hein, il a fait l'album de 99. Identité, il l'a fait avec bien sûr Maxime Le Forestier, Barry Mézeret, il l'a fait avec le groupe Orchestre National Bourbès, l'écossaise Karen Matheson, Dan Arbraz, les Bretons, et il l'a fait avec. Donc il signe en 98 avec Sony, et la directrice artistique, quand il signe avec elle, Valérie Michelin, c'est elle qui me raconte, elle vient avec une liste, elle lui dit, voilà, on va faire un album dans lequel il y aura Chauffé Erema, la liste, et Dieu lui dit, tu penses qu'il va accepter? Il dit oui, bien sûr. Il doutait que... Et donc il a fait cet album. L'idée, c'était d'amener des artistes de différents horizons à chanter les chansons d'Idir. Et donc d'ouvrir plus de perspectives à Idir, parce que jusqu'à présent, il était cantonné dans une sphère plutôt kabyle, algérienne, donc il lui donnait une dimension internationale. Donc il a fait cet album. Ensuite, il a fait l'album de 2007 avec la jeune génération du rap, du R&B, à Canton, Cynic, etc., Kenza Farah, etc. Et ensuite, là encore une fois, 2016, il avait encore un dernier album à livrer pour Sony, et Valérie Michelin lui dit il faut qu'on fasse un album, et il lui dit je crois que ça va être mon dernier. C'est là où il lui a annoncé qu'il avait une fibrose pulmonaire, et donc elle lui dit voilà, on va faire un album avec des artistes français, on va les faire venir vers la cabine. Et donc elle fait une liste, Charles Aznavour, quand elle lui dit Francis Cabrel, elle lui dit tu penses qu'il va, avec un accent, tu penses qu'il va accepter? Il lui dit oui, bien sûr qu'il va accepter. Il adore lui dire est-ce qu'on va faire avec Patrick Buel, et il lui dit tu penses qu'il va accepter? Oui, il va accepter, il adore y dire. Donc il fait cet album. C'est un album qui est fait vraiment dans la grande difficulté, parce qu'il était déjà malade, il toussait, il avait cette fibrose pulmonaire, mais personne ne savait, je parle sous l'autorité de quelqu'un ici qui va me corriger, personne ne savait qu'il était malade. Et les musiciens et les chanteurs, il n'a jamais dit à qui que ce soit qu'il était malade, et quand il est dans le studio, il assure, bon, c'est vrai que les parties vocales sont enregistrées chez lui, mais il est dans le studio, il discute avec les gens, il est très avenant, il est comme d'habitude très taquin, très... voilà. Avant de donner la parole à la salle, j'aimerais saluer Bzé, qui était très très proche de Hamid, et aussi Nadia Matoub, qui nous a fait l'honneur de venir aussi assister à ce café littéraire. Merci d'être là. Donc la parole est à vous pour des questions, des petites remarques. L'idéal, c'est de ne pas monopoliser la parole et de poser des questions précises, si c'est possible. Vous n'avez pas de questions? Parce que sinon, ça va. Bonsoir tout le monde.
moi, je voulais juste rebondir sur, sur quelque chose que vous avez dit, histoire de lancer un peu le débat. Moi, je pense que la chanson de Idir a donné beaucoup plus d'aura à l'échelle internationale que les 2 albums qu'il a fait avec les... C'est mon opinion. Voilà. La chanson Ababa Inouha a permis à Idir d'avoir une aura internationale plus que les 2 albums qu'il a fait avec des artistes d'un peu partout. C'est un avis personnel. Forcément, c'est la chanson qu'il a fait connaître dans le monde. Pardon? C'est la chanson qu'il a fait connaître dans le monde. C'est la chanson c'est la chanson qu'il a lancée. C'est une chanson qui a été reprise dans plusieurs langues. Voilà. Tout le monde se souvient, ne retient que la chanson. Enfin, tout le monde retient la chanson Ababa Inouha, comme d'autres retiennent la chanson My Way ou je sais pas. Voilà. Chaque chanteur est marqué par une chanson, comme chaque écrivain est marqué par un livre. C'est une chanson qu'il a fait connaître dans le monde entier, mais on ne peut pas réduire l'œuvre de Mato à cette chanson. Il a fait son cheminement personnel fait que il s'est ouvert à d'autres identités, à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres personnes auprès desquelles il s'est enrichi et qu'il a enrichi à titre personnel, mais il a enrichi la langue. Je pense que c'est une fierté pour les gens que Francis Cabrel chante en kabyle ou Aznavour chante en kabyle. Pour lui, c'est une preuve de reconnaissance au-delà de la reconnaissance de sa personne. Pour lui, c'est une reconnaissance, c'est une fierté que Charles Aznavour, une sommité de la chanson, pas simplement française, mais internationale, puisse accepter de chanter en kabyle. C'est une preuve de reconnaissance. Comme c'est le cas avec Francis Cabrel, comme c'est le cas aussi pour lui de chanter avec la nouvelle génération de la chanson française. C'est pas quelqu'un. En fait, pour moi, je résume dire comme une éponge. Il s'imbibe de contact avec les personnes, il s'imbibe de culture. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Déjà petit, il lisait les classiques de la littérature française. C'est quelqu'un jusqu'au soir de sa vie, c'est quelqu'un qui pouvait citer Montaigne dans le texte. Voilà. Pour moi, c'est pas simplement un chanteur ou un poète, c'est vraiment un humaniste. Moi, si je devais résumer et dire, pour moi, c'est un brasseur. C'est un brasseur de culture, c'est un brasseur d'identité, et c'est un brasseur de témoin, de patrimoine. Oui, Messi, c'est Messi. Les femmes, monsieur. Les femmes d'abord. Oui, bonjour. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Donc, parmi tous les auteurs que je vois écrire un peu sur Idir, voilà, je voudrais savoir pourquoi on minimise l'impact de Brahim Mesri sur la carrière d'Idir au début. Parce que Brahim Mesri, il y était pour quelque chose, pour beaucoup même. Je ne minimise pas l'apport de Brahim Mesri. Je parle de Brahim Mesri qui a joué avec Idir en 77. Je parle de Brahim Mesri qui a accompagné à un certain moment Idir pendant ses tournées, et de l'album 99 quand ils ont chanté avec Maxime Forestier. Voilà. Si je devais consacrer du temps et du temps d'écriture pour tous ceux qui ont travaillé avec Idir, on ne peut pas en finir. Mais il faut savoir que Brahim n'est pas resté très longtemps avec eux. Il n'est pas resté longtemps avec Idir. Il est venu en 77, il a accompagné un peu, il n'a pas écrit pour Idir,
il l'a accompagné, et après, il est parti faire sa propre carrière. Donc, je ne minimise pas, mais il faut aussi relativiser l'apport de Brahim Mesri dans l'œuvre de Didier. Monsieur. Mais Brahim Mesri qui est un très grand chanteur aussi. J'espère que quelqu'un. Je le connais. J'espère que quelqu'un va lui consacrer un livre. D'accord. Bonsoir, je suis Raphaël. J'ai deux questions. La première, c'est. Bon, je connais déjà ton travail en journaliste, d'investigation et tout. D'ailleurs, le premier angle de ma question, ça sera tel. Quel est le rapport qu'avait Idir, étant loin du pays de l'Algérie, tout en sachant que pratiquement vers la fin de sa vie, il a fait un concert à Alger. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y avait un album dans les tuyaux, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui se préparait, ou est-ce qu'il y aura des titres inédits qui peut-être verront le jour ou pas. Voilà. Quel est le rapport entre Idir et l'Algérie, c'est ça? Enfin, la distance qu'il y a eu, parce que lui, il a vécu longtemps. Non, il n'y a pas de distance. Il est venu en France en 1975 pour faire son album. Il repartait souvent en Algérie. Il a vécu une année, un peu plus d'une année en Algérie avec sa femme, sa première épouse. Il y allait très souvent, sa mère, il allait au village. Il n'a pas chanté depuis 1977 parce que les autorités ne voulaient pas de lui. Moi, il m'a dit, je voulais faire une tournée en Kabylie dans les années 80. Je voulais me produire à Tizi Ouzou, à Béjaïa, à Bouira, mais à chaque fois, il essuyait un refus déguisé. Il voulait chanter au stade de Tizi. On lui a dit non, mais ça va être compliqué d'avoir la logistique, tout ça. Il dit bon, je vais chanter dans une salle. Non, mais ça va être compliqué, etc. Donc, en fait, ce que je comprends, à l'époque, nous sommes dans les années 80, le pouvoir refusait de reconnaître l'identité kabyle, la langue kabyle, le patrimoine berbère. Donc on ne voulait pas d'un homme comme Idir, qui est populaire, qui comme à l'instar d'Etmeglet ou à l'époque ou de Farhad, qui est porte-parole de ce combat, de cette résistance. Donc, il ne voulait pas, c'est pas lui qui ne voulait pas, mais c'est les autorités qui ne voulaient pas. Ensuite, il a fait sa carrière ici en Algérie. Vient les années 90, on ne peut pas chanter en Algérie contre des journalistes, des artistes, des chanteurs comme Martin Blounès qui a assassiné son ami. Donc, c'était impossible de jouer en Algérie. Après, c'était pas l'envie qui lui manquait. Il avait posé une condition. Je ne chanterai pas en Algérie tant que Tamazight n'est pas reconnu langue officielle et nationale. Je ne chanterai pas. C'est ça, il est resté sur cette... voilà. Et en 2002, la Tamazight est devenue langue nationale. Je lui ai dit, c'est pas suffisant. Si Tamazight est langue officielle, je viendrai chanter en Algérie. Mais il y a un deuxième truc, c'est qu'on n'organise pas un concert comme ça à Didier ou une tournée Didier. Il faut être professionnel, il faut une maison de production, il faut de l'argent, il faut beaucoup. Et je peux vous assurer, ce n'était pas les offres qui manquaient. On lui offrait, soit directement ou indirectement, il recevait des messages, et encore, il peut le certifier, il recevait des messages des autorités algériennes, viens chanter, on te donne des milliards. Il a dit non. Je ne veux pas. Après, il y a eu le concert de 2018. Là, Tamazight est langue officielle. Bon, il a réglé le contentieux avec l'ONDA. Donc, les conditions de son retour en Algérie sont là. Peut-être pas toutes les conditions, mais il y a un minimum de conditions pour qu'il puisse chanter en Algérie. Donc, il devait faire
non seulement 2 galas en Alger, mais faire d'autres galas, trucs, mais il ne pouvait plus. Il était très très fatigué. Très fatigué. C'est vraiment un miracle qu'il ait fait ces 2 concerts à la Coupole. Et d'ailleurs, il ne l'a pas caché, là. Il a dit aux gens qu'il était fatigué. Voilà. Donc il n'a jamais rompu avec mais il est resté sur ses convictions, en disant moi je ne chante pas, tant qu'il y a Tamazight qui n'est pas langue officielle, je ne chante pas. Oh, il aurait pu chanter. Et il aurait pu succomber à l'argent. Mais c'est quelqu'un qui avait des principes, donc il a dit pas niet. Pardon, c'est la deuxième question, c'était quoi? Est-ce qu'il y a un album? Moi j'ai cru savoir qu'il préparait de toutes les façons et dire il a des dizaines et des dizaines de chansons. Il a des dizaines et des dizaines de maquettes. Il a de quoi sortir 10, 15 albums. Parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de travailler. Moi, j'ai vu les cahiers, dont je reproduis quelques photos ici. Il noircit des cahiers, vraiment. Il a des dizaines et des dizaines de chansons. Il a des mélodies, il a des... mais bon, je suis à définir. Bon, je ne pas feignant, mais c'est quelqu'un qui prend son temps, il dit les temps. Et puis bon, il dit, quand j'ai rien à dire, je dis rien. Je ne suis pas obligé de sortir. Mais les attentes du public ne sont pas mes attentes. Donc je ne suis pas obligé de sortir un album toutes les 2 ans, un truc comme ça. Je travaille à mon rythme. Quand un album arrive à maturité, je le fais. Mais j'ai cru savoir, d'ailleurs, il le préparait même avec plaisir. J'ai cru savoir qu'ils préparaient ensemble un album avec une reprise de chansons, vieilles chansons kabyles, mais avec des instruments traditionnels. Revisiter le terroir de la chanson kabyle avec des instruments traditionnels, mais là, bon, fait que ça ne s'est pas fait. Et la barre, elle était placée trop haute concernant... Prenez le micro, madame. Prenez le micro et allez-y. La barre, elle était trop haute concernant le premier album. Il était difficile de faire mieux. C'est pour ça. Donc, si c'était pour faire des chansons, juste pour faire des chansons, c'était pas intéressant. Donc, il cherchait l'excellence. C'est un perfectionniste. C'est ça. Il est très méticuleux. Un texte peut lui prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. La chanson El Mout, qui est parue sur l'album de 79 avec Rechna, il a mis 5 ou 6 ans pour l'écrire. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste, très méticuleux, travailleur. Quand il se met au travail, un texte, il peut l'écrire des dizaines de fois, de fois. Après, est-ce que c'est difficile d'égaler le succès de 75, de 76? Mais c'est pas uniquement son cas. Beaucoup voilà, le deuxième album, quand on fait le premier, on atteint un apogée, c'est très difficile de rivaliser avec, de faire mieux, ou de faire la même chose, de faire mieux. Est-ce qu'il a été tétanisé par ce succès? Peut-être. Peut-être. Mais ça ne l'a pas empêché d'écrire, de faire des... C'est vrai que les albums studio... il n'y en a pas beaucoup, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui travaillait à son rythme et qui, comme je dis, quand il a des choses à dire, il les dit. Quand il n'a pas de choses à dire, il les dit pas. Voilà. Allez-y, madame. Alors, bonjour. J'aurais une petite question, mais vraiment une curiosité. Hein. J'aurais voulu savoir si Idir avait des talents autres que la chanson, c'est-à-dire est-ce qu'il était intéressé par la comédie, par le théâtre, ou est-ce qu'il a été sollicité par des gens du domaine du théâtre, cinéma, ou quelque chose dans ce sens? Simple question. Il était un très bon dessinateur. Un art, c'est pas étonnant de toute façon. Il était un très bon dessinateur, déjà tout petit. Il dessinait, il faisait des bandes dessinées. Et il faisait des bandes dessinées même sur le mur de la maison.
Et quand il faisait des bandes dessinées, il confectionnait une espèce de petit film comme ça en bande dessinée. Il avait bidouillé une espèce de caméra. Il faisait des projections sur le mur à ses cousins et ses cousines. Donc il était un très bon dessinateur. Donc il avait des prédispositions pour la scène. Après, est-ce qu'il voulait faire du théâtre, tout ça, je ne peux pas vous dire. Mais il avait ce talent de dessinateur. Et bien sûr, il est multi-instrumentaliste. Merci. Je voudrais juste poser une petite question. Oui, là-bas. En fait, Idir, c'était l'artiste que nous connaissons tous. Avec au niveau artistique, il n'y a rien à dire, c'est une carrière extraordinaire. Et puis, il a été, on va dire, il était à l'origine en fait de l'explosion de la culture en fait. Lui et d'autres artistes, hein, Jamal Adam aussi, rien d'autre, Muglat qui a suivi aussi. Comment appréciez-vous la dimension symbolique de l'artiste? Parce que ce n'était pas qu'un artiste, il dépassait, comme tous nos artistes, comme Marteau justement. Ce ne sont pas que des artistes, il y a tout je dirais pas une fantasmagorie, mais tout un tas de visions dans toute la symbolique, quoi, c'est les représentants de la culture au sens large, ancienne et en mouvement. Donc, comment l'appréciez-vous, vous, Je crois qu'il n'a jamais revendiqué il a toujours été modeste, voilà, et c'est pas quelqu'un qui revendique un titre, ou c'est pas quelqu'un qui revendique peut-être parfois même ça le gêner qu'on le considère comme une icône de la chanson kabyle, comme l'ambassadeur, voilà. Parfois il était gêné parce qu'il faut savoir une chose, c'est que Idir, c'est quelqu'un de très très pudique, très taiseux, très secret. Bien sûr, avec ses copains, tout ça, il est plaisant, tu vois. Mais c'est pas quelqu'un. Et il faut toujours se garder à l'esprit, c'est qu'il est venu à la chanson par hasard. Enfin, il n'a jamais voulu être chanteur. Il dit toujours, moi, je ne suis pas porte-parole de rien. À mon modeste niveau, j'essaye d'apporter ce que je peux apporter pour la langue, la culture, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui revendique ce statut qu'on lui donne. Maintenant, la dimension artistique, bon, c'est son œuvre qui parle. Voilà, c'est son œuvre qui parle pour lui. Et sa personne, je veux dire, dépasse son œuvre, je veux dire, ce qu'il représente dépasse son œuvre. Elle lui donne un autre statut. Forcément, on lui donne un autre statut parce que de facto, comme il est connu, sa chanson connue à travers le monde entier, comme il a participé, comme il a pris part au mouvement culturel berbère depuis les années 70, forcément, ça lui donne ce statut. Mais encore une fois, c'est pas quelqu'un qui n'a jamais revendiqué ce statut. Je reviens avec une petite question. Alors, on connaît les qualités de Idir, enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce que vous qui avez travaillé sur ce personnage, vous pensez qu'il a des défauts? On parle de qualité, mais voilà. Vous pensez qu'il est... Vous parlez d'un défaut de Idir. Qui n'a pas de défaut, je sais pas, qui n'a pas de défaut. Moi, ma démarche n'est pas de chercher des défauts, mais des qualités, voilà. Oui, forcément, quand tout un chacun, c'est un humain, hein, donc il a des défauts. Peut-être, c'est pas un défaut, c'est peut-être un trait de caractère, personnalité. Peut-être voilà, qu'il est dilettant dans le travail, il faut parfois le pousser, il faut le convaincre, il faut l'encourager pour travailler. Voilà, tout le monde a des défauts, hein. Compris vous. Moi j'en ai plein. Oui, d'autres questions.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Oui. Est-ce que tu abordes pendant 9 ans quand il a hébergé Matounet? Pardon? Est-ce que vous abordez la partie quand il a hébergé Matounet pendant 9 ans quand il était malade? Est-ce qu'il a hébergé Matounet il a hébergé Matounet? Moi, c'est la vérité. Ce que moi je sais, c'est que Matoub était, avant de venir en 78 en France, était comme tout le monde, il était un fan de Idir, et quand il est venu ici, il voulait absolument le rencontrer, donc il vient le voir à l'auberge du Béchoui que tient Idir, il lui remet la cassette, il écoute, et Idir décide de le produire, parce qu'il était directeur artistique chez Azwa ou éditions, et Idir est directeur artistique du premier album. Il chante avec Matoub dans la chanson Izem, et c'est là où est née une amitié indéfectible. Ils sont devenus des amis. Chacun avait sa personnalité, mais ils sont devenus des amis presque inséparables. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Idir l'a fait chanter, l'a fait monter sur scène en 78, donc ils sont devenus très amis, ils se voyaient très très souvent. Avant que Matoub revienne en Algérie en 98, je crois que la veille ou quelques jours après, ils se sont vus. Ensuite, la veille de l'assassinat de Matoub, ils ont eu un échange téléphonique et comme tout le monde, il a été dévasté par la mort de son ami. Ils avaient néanmoins un différent, tous les deux. Indifférent? Oui, voilà, ils n'entendaient pas sur tous les plans. Non. Bah, heureusement. Écoute, qui va s'entendre je ne sais pas s'ils ont des différents. Moi, je ne vais pas rentrer dans le truc, mais ce que je sais, c'est que ce sont des amis presque. C'est pas. Je pense que Lounès considérait Matoub comme un grand frère. Au-delà du fait que c'est un ami très proche, très personnel, il le considérait comme un grand frère. Comme chacun de nous, chacun voit Idir comme soit un ami, soit un camarade, soit un père, soit un grand-père, soit un cousin, une espèce d'attachement. Hein, voilà. Comme le dit le sociologue Pierre Bourdieu, Idir n'est pas un chanteur comme les autres, c'est un membre de chaque famille. Chacun a une part d'Idir, chacun peut revendiquer une part d'Idir en lui. Oui, d'autres questions? Oui, allez-y, monsieur. Allez-y. Donc moi, Idir, je ne vous cacherai pas. Le premier album, c'était Ababayouba. Un matin, mon père, quand j'étais gamin, il disait viens, je te fais un tour avec ton oncle, t'acheter un cadeau de Noël. Il m'offrait un camion, en plastique évidemment. Et moi, mes oreilles ont entendu la première d'Ababayouba sur le marché de Kéancourt. Et j'ai dit au commerçant, garde ton camion, moi je préfère Ababayouba. Et j'ai grandi avec tout le répertoire d'Idir. À l'école, quand la maîtresse fouillait le cartable, au lieu de trouver des cahiers, elle trouvait des cassettes et enfin le répertoire d'Idir tout simplement. Et à chaque traversée que je faisais entre l'Algérie et la France, que ce soit Liberté ou Napoléon, je répétais tout le temps la chanson d'Ababayouba pour le plaisir de ne pas oublier mes racines. D'accord. Ça faisait plaisir. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Allez. Oui. Non? C'est quelqu'un de... Pardon, moi je voulais poser une question à propos de l'apport de Brahim Isri, mais j'ai eu ma réponse. Je voudrais néanmoins dire J'entends mal, Guilherme? Oui. Vous m'entendez? Oui, va. Oui.
Oui, la question que je voulais poser, j'ai eu ma réponse. Parce qu'il y avait Ah, d'accord. C'est pas un de l'apport de Brahim Israël. Mais je vais juste dire une chose, c'est-à-dire c'est une sorte de témoignage quand vous parliez du service militaire. Après le FCB. Le FCB, c'est la formation commune de base, de 45 jours. Quand il était dans l'armée, en 65-74, nous l'avions, avec des amis, nous l'avions ramené à Tinzrik, il avait chanté. Il y avait Farhat, il y avait Issoules, il y avait lui, il y avait Ben Mohamed. C'est l'album, c'est Chimlis. Non, c'était pas un album. Hein. C'était un truc qu'on avait organisé avec des amis. On s'est fait passer pour une association de l'UNGA. Parce que si on n'était pas du FLN, on n'était rien. Donc on était entré en masse dans l'UNGA, on a créé une association. Et on l'avait invité, on a été à Alger le chercher. Il avait sa boule à zéro, il était encore militaire. Il était encore mission. Voilà. Merci pour le témoignage. C'est juste ça. Mais Merci. sinon, je voulais poser une question. C'est bon, merci. On va prendre la dernière question, après, si vous voulez, on signe. Dernière question, ça vous concerne vous par rapport à ce roman, biographie. Donc, j'aurais voulu savoir si vous avez eu des difficultés à récolter toutes les informations pour en arriver à tout ce que vous avez fait. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, ce serait de savoir, avez-vous pris attache avec les enfants qui avaient chanté à un moment donné? Je me rappelle, j'étais très jeune. La chorale Tidokla. Moi, ça m'a bercé. Tidokla. C'était une équipe de... Ça me résonne toujours dans mes oreilles. Voilà. Et donc, voilà. Alors, je réponds à la première question. Je vais répondre après, on va prendre une dernière question après. Est-ce que j'ai trouvé des difficultés? Oui, bien sûr. Bien sûr, quand vous faites un travail d'investigation, parce que c'est de l'investigation. Donc, j'ai commencé l'enquête elle-même, je l'ai commencé en juillet. L'écriture, la première phrase, je l'ai écrite Juillet de quelle année? en juillet 2021. Voilà, juillet 2021. Le premier chapitre, je l'ai commencé à l'écrire le 3 octobre. C'est un livre qui a été écrit en 4 mois. Et c'est un livre qui a pris 8 mois. Donc, interroger une quarantaine de personnes, c'est pas du tout évident. Il faut les convaincre de parler, il faut les mettre en confiance. Certaines ne voulaient pas parler, donc il fallait les relancer, il fallait insister. Ensuite, parfois, il faut recouper tout le temps, il faut recouper les informations, il faut les coder, ça c'est mon travail de journaliste, d'écrivain. Donc, c'était difficile, bien sûr. Mais ça fait partie du travail, ça fait partie de la passion du travail. Avec le livre de Bouteflika, j'ai fait la même chose, sauf que Bouteflika, j'ai enquêté pendant 20 ans et je l'ai écrit en 4 mois. Cette fois-ci avec Mato, avec le deuxième lapsus, ouais. Donc ça m'a pris 8 mois. La deuxième question, c'était... la chorale. La chorale. Alors il y a tout un chapitre. Justement, la chorale qui Il y a tout un chapitre sur cet album où je raconte, comme on dit en anglais, le making of, comment cet album est fait. J'ai rencontré Beben de la CB qui a fait cet album, enfin qui l'a préparé avec Idir. Donc j'ai pu reconstituer comment c'est fait avec cet album. Et j'ai eu la chance de discuter
avec deux musiciens qui ont compté dans la vie d'Idir. C'est Jean-François Picot qui son bassiste et Céline Chollet qui jouait de l'orgue, enfin des synthés, qui ont commencé avec Idir en 79 avec Rechna. Ils ont fait presque tous les albums jusqu'à 99. Et Céline et Jean-François étaient au cœur de ce projet. Donc ils ont eu l'amabilité de me raconter exactement comment les choses se sont faites. Donc je raconte du moment où Idir a eu l'idée de faire cet album jusqu'à sa sortie en 86. Voilà. Donc j'espère que je vais combler votre curiosité. Une dernière petite question. En fait, Idir a rencontré et a baigné dans un environnement d'autres hommes de culture, d'hommes et de femmes de culture. Et j'aurais voulu savoir, j'aurais souhaité savoir quelle était la collaboration et les liens avec Ben Mohamed. Donc c'est de là que tout est parti en fait, avec Baba Inouba. La rencontre entre Ben Mohamed, poète, et Idir s'est faite en 73. Idir avait déjà la chanson Siderias. Il avait la musique, la mélodie de la chanson à Baba Inouba. Il avait une ébauche. Et donc il est parti un jour, il a croisé Ben Mohamed à Alger et il lui dit j'ai envie que tu m'écrives un texte. Et Ben Mohamed revient quelques temps après avec le texte de Baba Inouba. Donc il fait le 45 tours. Ensuite, il lui soumet d'autres titres, si bien que parfois ma mémoire me fait défaut. Sur les 12 titres de l'album, premier album, je crois que Ben Mohamed signe 9 ou 10, mais bon, il signe la quasi-totalité des textes du premier album. Ensuite, sur le deuxième album, là, Ben Mohamed a signé 1 ou 2 titres, c'est tout. Et le reste, il y a un titre qui est signé par Mouhia et d'autres, c'est Idir qui est devenu, là, il est devenu parolier. Il s'est affirmé comme non seulement un interprète, mais aussi un compositeur, mais aussi un parolier. Et de plus en plus, il s'affirma. La collaboration entre Ben Mohamed et Idir s'arrête en 79. C'est tout. Après, il y a eu un procès. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Très bien. Rabah, s'il te plaît, on arrête la discussion. Voilà. Merci Farid d'être venu. Place aux dédicaces maintenant. Voilà. Si merci. Merci. À la prochaine rencontre. Et maintenant, place aux dédicaces avec Farid. Merci Farid.